Nous sommes aux assises Bien vieillir Longevity en 2022 au Havre et nous allons parler du maintien à domicile et notamment de ses acteurs, ses professionnels avec Anne Lesey qui est la présidente de l'association Le Collectif La Force Invisible des aides à domicile. Bonjour Anne. Bonjour. Peut-être présenter le collectif pour commencer. Alors le collectif c'est une association. On représente 7200 professionnels, on a des auxiliaires de vie, des infirmières, des aides-soignantes, des aidants, des usagers. En fait, on représente à peu près la société. Et je l'ai monté en juin 2020, après le premier confinement, pour rompre l'isolement de la professionnelle que j'étais. Quand vous dites que vous représentez 7000, il y a 7000 adhérents dans le collectif? Oui. En 2 ans? En 2 ans et demi. D'accord. C'est pas mal, non? Non, c'est bien. C'est bien. Pourquoi l'avoir créé? C'était bien et dommage, parce que ça veut dire que... Ah oui, c'est qu'il y avait une situation. Voilà, exactement. Pourquoi l'avoir créé? Parce que je voulais rompre l'isolement dont j'étais présente. Et en fait, je voulais recréer du lien entre les différents professionnels. Alors, je suis allée plus loin parce que je ne faisais pas foi de la structure dans laquelle on dépendait, c'est-à-dire du privé, des associations. En fait, c'était libérer la parole de la professionnelle de ses difficultés, de ses bonnes choses aussi, parce qu'il n'y a pas que des difficultés dans ce métier-là. Et puis après, d'aller plus loin, de réfléchir et de proposer des solutions pour que notre métier soit reconnu et qu'il soit valorisé. Les adhérents sont des professionnels, donc auxiliaires de vie, infirmières. Oui, elles adhèrent sur Facebook. Au collectif, et puis là on partage ensemble, on fait des questionnaires, elles y répondent, on a des réunions, on a des référents régionaux et en fait on travaille tous ensemble, et quand il y a une proposition, ça émane du terrain. Les sujets les plus débattus, les plus demandés, les plus abordés? Alors les plus abordés, c'est sur les conventions collectives, pourquoi on est mal payé, pourquoi on n'est pas reconnu, pourquoi on ne nous paye pas tous nos frais kilométriques, pourquoi on ne prend pas en compte notre pénibilité, pourquoi on ne prend pas en compte notre charge mentale, pourquoi on ne prend pas en compte nos demandes de formation. En fait, c'est que des pourquoi. Et on essaye d'y répondre, ou en tout cas d'alerter, parce qu'on est quand même un lanceur d'alerte, d'alerter les pouvoirs publics en disant attention, si vous manquez de gens, de personnes, de professionnels, c'est parce qu'on ne répond pas à ces questions-là. Si on prend le thème de l'attractivité, de l'attractivité, comme vous avez dit, l'attractivité positive. Il y a des solutions qui se dégagent, que vous proposez? Alors des solutions, oui, on a des solutions, c'est de prendre en compte en fait notre pénibilité, la charge mentale, qu'on nous donne des groupes de parole, alors qu'ils soient faits par un professionnel de santé ou du social, mais en tout cas qu'on écoute notre parole, qu'on nous mette des outils professionnels à domicile pour éviter les blessures, aussi qu'on nous donne un peu plus d'autonomie, parce que on est le premier maillon en fait du domicile. On est la prévention de la santé, c'est-à-dire qu'on voit très vite si la personne se dégrade, et en fait il nous faut une écoute. Quand on dit attention, la personne se dégrade, il faudrait mettre un peu plus d'heures, il faudrait avoir un peu plus de temps sur la prise en charge parce que le corps est plus fatigué, parce que ça nous demande beaucoup plus de temps, il faut qu'on nous écoute. Et là, on se rend compte qu'on se heurte à un problème d'écoute en fait. Le lien social n'est pas quantifiable. Les politiques ne le quantifient pas, le lien social. Et on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, qu'est-ce qui est ressorti de la pandémie? C'est que le lien social est très important. Mais nous, dans notre métier, il est essentiel, ce lien social, avec la personne. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous écoute pas? Parce que le sujet, moi je travaille sur les seniors entre guillemets depuis 25 ans, j'entends parler de ça depuis 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous écoute pas? C'est qu'il n'y a pas les budgets, de toute façon il n'y a pas les budgets. Il n'y a pas les budgets. Voilà. C'est qu'on ne reconnaît pas ces rôles. Alors,
Il n'y a pas les budgets, certes, mais il n'y a pas que les budgets, il y a aussi la professionnelle que nous sommes. Ça fait très peu de temps qu'on parle, qu'on se manifeste, parce qu'on nous a toujours mis en bas, on ne nous a pas entendus. Donc l'effet Covid, pour nous, a été un stimulateur. On s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils nous entendent. Donc ça prend du temps aussi de nous entendre, de nous écouter. Après, il faut aussi avoir des interlocuteurs qui s'ouvrent au dialogue. Qui ne nous disent pas « Ah mais vous êtes une syndicaliste ». Non, je ne suis pas une syndicaliste, le collectif n'est pas un syndicat, mais il est là pour dire bah, « Attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il faudrait qu'on se réunisse tous autour d'une table et que l'auxiliaire de vie, le premier maillon, soit invité sur cette table de réflexion. » Et c'est ça qui est important et c'est ça qui doit changer en fait. Parce que c'est nous le vecteur de notre métier, c'est nous qui vendons notre métier. Le collectif est écouté. Alors, il a été... En fait, j'essaie de comprendre combien il faut de membres pour commencer à être écouté. Alors, le collectif a été... alors, je fais une différence entre écouter et entendu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, là j'écoute. Voilà, vous écoutez. Donc, il a été écouté. Madame Bourguignon, l'ancienne ministre, nous avait reçus. Madame Pauline Sassard nous a reçus et nous a invités au Conseil national de la refondation du bien vieillir. Donc on participe à tous ces ateliers et en fait on fait remonter dans ces ateliers les attentes des professionnels. Et quand on sera entendu, c'est quand il y aura une proposition de loi qui répondront à nos attentes en fait, du terrain. Et là, je pourrais vous dire, alors là, vous me tendez la perche. Une proposition de loi idéale, c'est quoi? Qu'on revalorise le métier, qu'on paye bien, qu'on prenne en charge la pénibilité, qu'on prenne en charge la sinistralité, qu'on prenne en charge la différence de génération, parce que là aussi, on bascule sur la nouvelle génération pour l'attractivité. Elle fonctionne autrement que l'ancienne génération. Qu'on nous réponde favorablement aux formations, parce qu'on a toute la population avec toutes les pathologies possibles à domicile. Donc pour être une bonne professionnelle, il faut être formé. Et qu'on reconnaisse nos compétences. Une question un peu directe. Il y a combien de professionnels du domicile en France en tant que salariés? De salariés, on est à peu près... alors, j'ai pas les chiffres exacts. C'est plusieurs centaines de milliers. Oui, ah oui, plusieurs centaines de milliers. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes et que lorsqu'il y a une pétition, lorsqu'il y a un collectif qui se crée, il y a 10 000 personnes à l'intérieur? Comment est-ce que vous expliquez la différence? Moi, ça m'a toujours surpris. L'UNA, la DMR, etc., ils avaient lancé au bout d'un moment une sorte de pétition pour faire bouger. Ouais. Quand on regarde le nombre de signatures par rapport au nombre de professionnels dans le secteur, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Il y a une explication à ça? Il y a une explication, c'est que déjà, en fait, vous devriez avoir... On est à domicile. 7 000, c'est déjà génial, mais vous devriez avoir... Non, on devrait avoir beaucoup plus. 200 000. Oui, voilà. Exactement. Mais comment ça fait qu'il n'y a pas les 200 000? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu 200 000? D'abord, il y en a qui n'ont pas Internet. Il y en a qui sont aussi débordés par leur travail, débordés par leur vie professionnelle et que ça demande un engagement personnel. Tout ce qu'on fait au niveau du collectif, c'est du bénévolat. Donc, oui, et puis ils n'ont pas forcément une culture en fait. Après, il n'y a pas la culture. L'éducation, la culture d'aller dans un collectif peut-être. La culture d'aller dans un collectif, la culture de se dire on va bouger, on va faire quelque chose, on va dire quelque chose. Et puis après, on n'a pas donné la parole aux auxiliaires de vie. Très important ça aussi. Ce qui est fait depuis peu qu'on donne la parole aux auxiliaires de vie. Mais je vais vous prendre un exemple sur les débats télévisés. On va inviter un médecin, on va inviter une infirmière,
Mais l'auxiliaire de vie, elle n'est jamais invitée. Pourtant, elle sait parler, elle réfléchit. C'est une personne entière. Et tant qu'on n'aura pas franchi cette étape, eh bien, peut-être qu'on ne sera pas nombreuses, mais le peu qu'on est, on essaye de faire bouger. Et on commence toujours par un ruisseau et on finit toujours par un fleuve. Donc on espère d'être le fleuve à la fin pour faire bouger. Et je pense aussi que c'est il y a plusieurs collectifs, il y a plusieurs entités et je pense qu'il faut qu'on communique tous ensemble pour porter un projet commun, pour qu'on puisse dire, ben voilà, le maintien à domicile, c'est une affaire de tous les acteurs et pas que d'un acteur particulier. Est-ce qu'il faut changer l'image des professionnels? Parce que j'avais organisé un groupe, enfin j'avais participé à un groupe de réflexion avec des auxiliaires de vie. Il était ressorti que c'était d'abord l'image de leur métier qui ressortait, la demande avant la rémunération. Et elle disait, lorsqu'on est dans un groupe d'amis et qu'on fait un tour de table pour savoir le métier que l'on fait, quand on dit auxiliaire de vie, les autres pensent qu'on est femme de ménage. Et donc, quand je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire, certains m'ont expliqué qu'il faudrait faire un master, comme il y a un master chef à la télévision, il faudrait qu'il y ait un master auxiliaire de vie, pour complètement changer l'image. Parce qu'en fait, on a beau revaloriser, prendre en compte la pénibilité, etc., l'image dans la société est toujours la même. Elle est toujours la même. Alors, oui, en fait, pour moi, il y a vraiment deux grands sujets. Il y a la rémunération, la pénibilité, puis les accidents de travail, etc. Mais il y a aussi l'image. Et l'image, en fait, il faudra... Mais déjà, l'image, il faut la changer par plusieurs prismes. C'est-à-dire la structure. Il faut arrêter de nous mettre des affiches avec le seau et la serpillière. Ça, il faudrait arrêter. Le maintien à domicile, c'est pas ça. Ensuite, il y a le prisme de la professionnelle. C'est-à-dire que quand on vous parle, on dit on fait les courses, on fait le ménage. Tout le monde le sait, la société, on nous prend pour une femme de ménage. Donc, ils le savent. Et il faut aller vers tout ce qu'on ne voit pas à domicile, c'est-à-dire le lien social, l'accompagnement, le prendre soin de la personne qu'on fait. Et ça, c'est pas visuel. Quand on essuie une larme de la personne parce qu'elle est triste ou qu'on lui tient la main, c'est pas visuel. Et puis quand on joue au domino ou qu'on boit un café, on travaille. C'est pas l'auxiliaire de vie, elle fait rien. Non. Elle crée un lien avec la personne. La personne demande de boire un café avec elle. Ben, on boit le café avec elle. La personne demande d'aller voir une amie en EHPAD. On l'amène voir en EHPAD. Mais ça, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. La famille, la structure, les départements ne voient pas que ça amène un bien-être chez la personne. Moi, je dis que l'auxiliaire de vie est la prévention de la santé. On est la prévention, c'est-à-dire que... Il doit y avoir des études qui montrent qu'on reste plus longtemps à domicile en bonne santé avec une auxiliaire de vie. Voilà, et nous, on est là. On est le premier maillon. On est le premier maillon. Et on est la prévention, c'est-à-dire que la personne âgée, elle ira moins chez le médecin. Elle prendra moins d'antidépresseurs. Le médecin sera content parce qu'elle a les pieds, les jambes qui gonflent. Mais là, si on l'emmène marcher une demi-heure tous les jours, la circulation sanguine, elle se fait mieux. Donc elle a moins besoin de médicaments derrière. Et c'est là où il faut qu'on travaille aussi. Après, il faut travailler sur les aidants, il faut travailler sur la famille, sur la société. On n'est pas des femmes de ménage, on est des auxiliaires de vie. Il y a un titre, aide ménagère, et là, c'est purement ménage, et c'est un métier. Il y a auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière, et après, médecin. Donc on a tous des titres professionnels différents, et on fait tous des prises en charge différentes, mais qui sont en cohésion les unes avec les autres. Une question qui me vient là. Il y a pas mal de produits de services dans l'environnement de la silver economy qui sortent. Par exemple, des logiciels pour détecter la dénutrition, des logiciels pour analyser la situation de la personne âgée. Et ces innovations sont présentées, entre autres, comme permettant de revaloriser le métier de l'auxiliaire de vie.
C'est-à-dire en fait, on va permettre aux auxiliaires de vie, avec un logiciel, de détecter la dénutrition, par exemple, avec un questionnaire. Et ces solutions-là sont présentées comme oui, améliorer le statut, la référence du service. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, l'idée, c'est quelque part, on peut faire des tâches que l'on juge plus nobles aux auxiliaires de vie. Est-ce que ça va changer quelque chose de votre point de vue? Alors, ça va changer. Alors, suivant les applications, hein, suivant ce qui est présenté, ce qui pourrait changer, c'est qu'on soit entendu par la professionnelle, l'infirmière, le médecin. Si l'application fait tout le long du process, mais s'ils font que l'auxiliaire de vie, oui, ça va détecter, on va détecter la dénutrition, mais la dénutrition, il faut qu'on soit formé. Ah oui, non, on prend. Il ne faut pas que l'application. Non, mais on prend l'hypothèse que vous êtes formé, que vous avez cette application. Non, on prend l'hypothèse que tout est bien fait. Si est-ce que ça va revaloriser le métier? C'est ça ma question en fait. Ça, il faut voir sur le terrain. Il faut voir à long terme. Pour l'instant, c'est présenté comme ça. Oui, c'est présenté comme un service pour le bien-être des personnes âgées, mais aussi pour valoriser le métier et donc pour fidéliser le personnel dans les structures. C'est quand même présenté comme ça. Oui, alors c'est présenté comme ça, mais moi je me pose d'autres questions. Une fois qu'on est en dénutrition, qu'on s'aperçoit que la personne, on fait quoi? Qu'est-ce qu'elle propose après? Après s'envoyer sur un réseau nutritionniste, tout ça c'est prévu. Oui. Réseau nutritionniste, oui, mais qui va payer tout ça? Ah oui, d'accord. Non, mais moi, ma question déjà, c'était est-ce que vous, de votre point de vue, ça va améliorer le. Mais est-ce qu'elles vont se sentir valorisées? Parce qu'elles font plus que des trucs. En fait, c'est ça, en fait. On leur présente ces tâches on va dire, comme étant plus nobles. C'est ça, en fait, comme étant plus nobles, de détection. Vous allez participer à la détection de la dénutrition, à la détection de la dégradation de la personne, l'usage d'un logiciel, en plus sur l'intelligence artificielle. Vous voyez le discours qui est présenté. Oui, alors il ne faut pas que la nouvelle technologie remplace le diagnostic du professionnel. Hein. Parce que nous, avant l'application, on détecte qu'elle a une dénutrition. Voilà. Donc après, que ça amène et que ça verbalise, voilà, là ça peut amener un plus, que ça verbalise qu'elle est en dénutrition et que ça verbalise et que le médecin, le nutritionniste écoute. Oui, de ce point-là, oui. Mais nous, on détecte avant, le professionnel, détecte avant qu'elle est en dénutrition. Alors, si cette application amène notre parole jusqu'au médecin et qu'on ne doit pas se battre pour aller jusqu'au médecin, ça amènera un plus. Bon. Ça amènera un plus pour la personne, mais aussi pour le professionnel. Il se sentira plus valorisé, c'est ça ma question en fait. Alors valoriser, je n'irai pas jusqu'à valoriser, mais en tout cas que sa parole soit entendue. Voilà. La valorisation, elle va bien plus loin. La valorisation, c'est que le médecin vous appelle, vous en tant qu'auxiliaire, et vous dise, ben voilà, vous allez faire tel régime, on va mettre tel régime en place pour la personne, et on prend conseil auprès de vous. Mais pour ceux qui nous suivent, il y a un sujet que vous abordez plusieurs fois, c'est que les professionnels de santé vous reconnaissent. Oui. Il y a ça aussi. Oui. C'est en fait quand on va faire merger les SAD et les SIAD et tout ça, oui. On se pose la question de ce qui va se passer entre les différents professionnels. Oui. Est-ce que c'est pas les professionnels de santé qui vont prendre la main sur des auxiliaires de vie qui pourraient être entre guillemets vus comme des limites esclaves? Vous voyez ce que je veux dire en fait? Là, j'exagère un peu dans le terme. Oui. Mais dans vos discours, il y a ça aussi qui revient. Être valorisé, être reconnu par les infirmières, par les médecins, etc. Mais oui, mais parce que en fait, on est très clivé en France. C'est-à-dire que vous avez l'aide ménagère, voilà. Mais on marche en cohésion. Donc, si on regroupe tout ça, il faut qu'on soit en cohésion. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on accepte la parole du soignant et que le soignant accepte notre parole. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de communication qui soit fait. Et puis, on a tous le même objectif, c'est que la prise en charge soit bien faite à la fin. Donc, il faut que vraiment, on ait ce sentiment qu'on travaille en équipe. Voilà. C'est un travail d'équipe, le maintien à domicile. Autre question qui m'intéresse, est-ce que l'idée de dire voilà, les auxiliaires de vie vont pouvoir faire avec une formation une partie du métier des aides-soignants, les aides-soignants vont pouvoir faire une partie des infirmières, et les infirmières vont faire une partie du médecin. Est-ce que ça, de votre point de vue, c'est une idée?
Il y a déjà des glissements de tâches à tout étage. Bien sûr, mais plus ou moins dit, plus ou moins, voilà. Oui. On ne les assume pas. Voilà, en préparation des médicaments, etc. Voilà. Oui, voilà. Rien que ça. Après, je pense il faut que dans notre lexique, il faut qu'on ait des mots médicaux pour qu'on puisse mettre des mots aux mots. Voilà. Après, c'est très cadré. L'aide-soignante, on fait des toilettes au lien comme l'aide-soignante. On fait des aides, mais après, tout ce qui est soins, on ne doit pas. Alors, qu'est-ce qui est soin et pas soin? Préparation des médicaments. Mais c'est par une infirmière. Oui. C'est pas par nous. D'accord. Ça doit être fait. Oui. Sur le terrain, voilà. c'est autre chose. Mais et ça, c'est des glissements de tâches. Mais c'est des glissements de tâches qui est dû par la réalité du manque de partout. Et puis moi, je vais vous prendre un exemple. Une personne qui n'a pas d'infirmière. Pour une infirmière, la douche, c'est un soin. Pour nous aussi, c'est un soin. Donner les médicaments s'il n'y a pas d'infirmière. On demande à la famille, et des fois la famille, elle est très loin, mais la personne, il faut qu'elle prenne les médicaments. Ça, c'est des glissements qu'il va falloir cadrer pour dire, voilà, quand il n'y a pas une prise en charge, une ordonnance médicale, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. On doit accompagner à donner le médicament, mais ce n'est pas nous qui devons le mettre dans la bouche, le médicament. C'est la personne qui doit le mettre à la bouche. Nous, on le présente devant un pilulier. Il doit être mis dans un pilulier, il prend son... Mais il est mis dans un pilulier par les infirmières, vous pouvez le présenter, et c'est la personne qui doit manger, qui doit l'avaler. Qui doit l'avaler. Mais dans certains cas, c'est pas le cas. On comprend le glissement qu'il peut y avoir. Mais oui, puis après, même quand il y a une prescription médicale, l'infirmière, elle ne peut pas être tout le temps à domicile. Donc celle qui est tout le temps à domicile... Mais la question que je voulais vous poser derrière, c'est est-ce que ce glissement est une bonne chose pour valoriser les métiers? En tout cas, ce qui est valoriser les compétences. D'ailleurs, je pars du présupposé qui est peut-être un peu glauque, un peu triste, c'est que les tâches d'infirmière sont mieux que celles de l'aide-soignant. Vous voyez, quand je vous pose la question, c'est ce que ça veut dire ça. Ah bah non. Non, justement, non. C'est un présupposé. Non, mais c'est un présupposé. Ce glissement de tâches, il peut valoriser les métiers ou... Alors, ce qui va valoriser le métier, c'est de reconnaître toutes les compétences de la professionnelle. C'est reconnaître la compétence. Il n'y a pas que le glissement de tâches, mais il y a aussi les différentes prises en charge suivant la pathologie de la personne. C'est ça la valorisation, c'est de reconnaître notre efficacité sur le terrain, c'est de reconnaître nos compétences. Alors ça passe par des formations, mais ça ne passe aussi par la valorisation. Des fois c'est un mot tout simple, merci. Ou quand il y a des retours positifs de famille, c'est de nous appeler et de nous dire, vous voyez, on a eu un retour positif. Ça, c'est gratuit. Mais quand vous le recevez, vous dites, ah oui, on n'est pas un nom sur un planning, on est un professionnel à qui on reconnaît ses compétences. Donc c'est ça qu'il faut essentiel, enfin c'est essentiel, c'est vital. La reconnaissance de la professionnelle. Parce que sans reconnaissance, on sera toujours dans moi ce que j'appelle l'attractivité négative. C'est-à-dire que les personnes vont venir, mais elles vont rester très peu et elles partent. Donc ce n'est pas une bonne attractivité. On la mesure, l'attractivité, c'est quand le professionnel qu'on a intégré dans une équipe reste reste dans le métier. Peut-être qu'elle peut changer de structure, mais tout au moins, elle reste dans le métier. Et là, on aura réussi une attractivité positive. Mais ça passe par la reconnaissance. Ça passe pas que par la reconnaissance, mais essentiellement par la reconnaissance. Super. Merci pour l'émission. Merci beaucoup. Merci.